tu es au sein du groupe Grant Alexander, directeur général de l'activité de conseil en accompagnement des transformations. Tu as fondé également la société Rollcrafting en 2010 pour libérer la capacité d'innovation des organisations et la capacité d'action des collaborateurs en réinventant les rôles pour plus d'agilité, pour plus de sens. Voilà, donc c'est passionnant comme sujet et le travail qui a été fait sur la relation envie et intelligence collective était aussi passionnante à tes côtés. Donc tu t'es penché comme Séverine et Mickaël sur l'envie et sa double nature dans notre livre collectif. Quelle est ton appréhension de ce concept bien difficile ? Merci beaucoup Raphaël et vraiment merci à tous d'être là, d'avoir créé ce collectif et de continuer de faire vivre ce collectif. C'est vrai qu'avec Marie Paillard, donc, qui est ma collègue de Grant Alexander, on a travaillé sur le lien entre intelligence collective et envie. Et comme tu l'as dit, Raphaël, en fait, comme tu nous l'as précisé dans cet atelier de départ qui a été fondateur pour nous, il y a deux types d'envie. Il y a l'envie maligne et puis il y a l'envie bénigne. Il y a la bonne envie et il y a la mauvaise envie. Il y a l'envie blanche et il y a l'envie noire. Et une manière facile de les reconnaître, c'est que l'envie blanche, elle stimule, elle donne envie de s'engager dans le collectif. Alors que l'envie noire, elle divise. Elle conduit à se replier sur soi, elle conduit à se désengager. Alors, un exemple de bonne envie, c'est en 1995, bon, j'aime bien le rugby, et puis je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu un film qui s'appelle Invictus. Vous l'avez vu ? Ouais. Donc vous vous souvenez, 1995, Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud est en finale contre les All Blacks. Et elle va gagner 15-12. Ce qui s'est passé dans le match juste avant, c'est que les All Blacks, les Néo-Zélandais, ont battu l'Angleterre. Et dans cette équipe néo-zélandaise, il y avait un type qui s'appelle Lomu. Vous vous souvenez de Lomu ? Oui, tu te souviens. Lomu, 1m96, 125 kg. Il a mis 4 essais en demi-finale contre l'Angleterre. Et dans Invictus, d'ailleurs, on voit Nelson Mandela, qui est sur le terrain, il serre la main de tous les joueurs, puis il va voir Lomu, il lui serre la main et puis lui dit « mais vous me faites un petit peu peur ». Et pourtant, tu vois, tous les Néo-Zélandais, ils n'ont pas froid aux yeux, ils y vont tous. Aucun d'entre eux, individuellement, aurait pu battre Lomu. Aucun. Aucun. Mais ils y sont tous allés. Donc ils étaient portés par une envie qui leur disait « mais tiens, toi tu y vas, tu cours sur Lomu, donc je peux y aller. Et toi, j'y vais, tu peux le faire, je peux le faire, tu peux le faire. On y va tous. » Ils ont gagné 15-12. D'ailleurs, les dernières minutes du film, c'est incroyable. C'est incroyable qu'ils sont 12-12. Hein. Et, enfin, c'est horrible de suspense. Donc ça, c'est la belle envie. Et puis, l'envie noire, 15 ans après, toujours en Afrique du Sud, toujours au mois de juin, on est à 2 jours près. On est le 22 juin au lieu du 24 juin, mais quasiment 15 ans jour pour jour. La France, on est en foot, la France est éliminée de la Coupe du monde de foot. Vous vous souvenez ? On jouait contre l'Afrique du Sud, on a perdu 2-1 contre les Bafana. On était pourtant vice-champion du monde, hein, c'était quand même numéro 2 mondial. Okay, on n'a pas gagné un seul match et on a été sorti. On a été sorti sans avoir gagné un seul match. Pourquoi ? Parce que les Français, dans le bus, vous vous souvenez aussi,
J'en vois qui font oui, oui. Voilà, ils étaient dans le bus, ils ne voulaient pas aller s'entraîner. Ils ont fait la grève de l'entraînement. Enfin bon, voilà, grosse panne d'envie. Donc l'envie blanche, c'est celle qui donne envie de s'engager dans le collectif. Et puis l'envie maligne, c'est celle qui divise le collectif. Alors, tu es spécialiste de l'intelligence collective depuis de nombreuses années. Quelles sont pour toi les principales conditions d'émergence au sein d'un collectif de cette intelligence? Alors, c'est vrai que dans le groupe Grand Alexander, on a la chance de vivre le collectif. Je vois que Philippe, tu es là. Je te vois sourire. Enfin, voilà, il suffit de devoir sourire pour comprendre ce que c'est que l'énergie de ce collectif. Et sur la pratique transformation, j'ai la responsabilité du conseil en transformation. On travaille beaucoup, enfin on essaie de travailler beaucoup avec l'intelligence collective. Pour qu'elle émerge d'un groupe, il y a quelqu'un que tu connais bien, qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle James Surowiecki, qui a écrit un livre qui s'appelle Sagesse des foules. Et puis il a listé un certain nombre de conditions qui sont nécessaires au développement de l'intelligence collective. Et l'une de ces conditions, la première, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre clair avec un but et des règles du jeu. Donc par exemple, le but c'est pourquoi on travaille aujourd'hui, sur quoi, et les règles du jeu c'est comment on va s'y prendre. Donc nous, dans notre métier de la transfo avec Philippe, par exemple, le but c'est comment on va développer l'engagement de telle équipe cybersécurité, par exemple. Des jeunes à distance, en virtuel, totalement désengagés. Comment tu fais? Ok, ça c'est le but. Et le comment, c'est, début de la réponse, c'est en groupe. En groupe. Je ne sais pas trop comment, mais en groupe. Bon. Donc première condition, le cadre et les règles du jeu. Deuxième condition, alors ça devient plus compliqué, c'est qu'il faut que chacun arrive à amener sa contribution individuelle, amène des données personnelles, des fois très personnelles, mais amène à les donner sans être influencé par les autres. Tu vois, par exemple, ok, on est une équipe, là, tous les gars, là, Grégoire, Éléonore, etc. C'est mes enfants en plus, donc je les vois. Ok, désengagés en cybersécurité, vous emmerdez dans votre boîte de... Bon, c'est quoi vos leviers de motivation individuelle? Tu vois, Grégoire va me dire tac, tac, Éléonore, machin. Et tu repères comment il faut que chacun ose donner son levier de motivation personnelle sans être influencé par les autres. Donc deuxième étape, donner ces informations personnelles, terrain, de manière plus authentique. Troisième condition pour l'émergence collective, c'est qu'il faut qu'il y ait un système d'agrégation. Il faut qu'il y ait un système d'agrégation, de synthèse de toutes ces informations individuelles pour les combiner en une action collective. Un système qui soit organisé. Par exemple, dans l'équipe cybersécurité, c'est OK, puisque ça, c'est les motivations individuelles de chacun. Quels sont les leviers de motivation pour cette équipe, pour la cybersécurité? Et là, on commence à avoir un levier de motivation collectif adapté à une équipe et un périmètre hyper clair. Les 25-30 ans en cybersécurité dans le groupe Renault, par exemple. Alors, pour faire ça, on a développé chez Grand Alexander des outils digitaux qui sont bottom-up et qui permettent de remonter, par exemple, les leviers d'engagement ou les marqueurs culturels de l'entreprise, qui permettent de les remonter et de les restituer en une synthèse objective.
Et d'ailleurs, le taux de réponse des gens, quand on leur demande en bottom-up quels sont leurs leviers d'engagement, ils ont des taux de réponse de 85%. C'est complètement incroyable comme les gens ont envie de, quand on leur demande vraiment ce qui les intéresse, ils y vont franchement. Donc voilà, un système d'agrégation des contenus. Et puis après, il manque une dernière condition, et franchement, celle-là, c'est vraiment la plus importante de toutes. C'est l'intelligence émotionnelle de chacun des membres. C'est-à-dire, il faut que dans ce collectif, chacun puisse se sentir écouté et qu'il ose parler, qu'il ose s'exprimer parce qu'il sait que son avis est super important et que son avis va faire une différence. Donc voilà les quelques conditions enfin, qu'on a expérimentées en tout cas pour l'intelligence collective. Alors, quand vous avez travaillé avec Marie Paillard sur cette double nature de l'envie, avec ta forte expertise justement sur le développement de l'intelligence collective, en quoi avez-vous constaté qu'elle peut entraver ce développement? Alors, quand on est dans un groupe, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'immédiatement, nos mécanismes de comparaison sociale vont s'activer. C'est-à-dire que, et c'est inconscient en fait, on ne le veut pas, mais ça démarre. Ça démarre tout seul, presque malgré nous, et on ressent des choses, et on est influencé par les autres, et puis on se compare. Et on se compare, même si on ne veut pas, et on se compare pour le meilleur ou pour le pire, entre guillemets. Et des fois, tu commences par les écueils, donc on passera aux commençons par le côté noir de la force. Si tu veux, on peut inverser si tu préfères. On y va comme ça si tu veux. Des fois, il peut arriver que dans un groupe, le mécanisme de comparaison sociale s'active et que je me sente en infériorité. Voilà, il y a une personne, elle est là, je la connais pas bien, mais waouh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est? Waouh, qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle est plus? Tu vois, elle a plus d'argent, elle a plus de pouvoir, elle a plus de charisme, elle a plus de prestige, elle a plus d'aisance, elle a plus d'envie, elle a plus de je sais pas quoi. Ou alors, elle est plus authentique, elle est plus en lien avec ses émotions, elle est plus forte, elle est plus attirante, elle est plus quelque chose. Et donc, moi je suis là, il y a cette personne qui est incroyable à côté, je me dis, mais qu'est-ce qu'on ressent? En fait, j'ignore exactement quelle est la supériorité de cette personne. Je ne sais pas. Elle est waouh, mais en quoi réside sa vraie supériorité? Je ne sais pas, je suis juste impressionné, c'est un peu inconscient. Donc j'ignore la nature exacte de sa prétendue supériorité, mais je juge qu'elle a plus ou qu'elle l'est plus. Et je réagis comment? Ben, je réagis en me repliant, je réagis en me défendant, je me réagis en agressant. En fait, je réagis ou en m'isolant ou en agressant. Ou positivement aussi. Ouais, alors là, on n'a fait que le négatif. Ouais. Alors, quels seraient les pendants positifs? Alors, quand tu as une personne qui a la chance, c'est pour ça que l'intelligence collective, c'est extraordinairement puissant, c'est que quand tu as une personne qui a la chance d'être dans un collectif qui va être bienfaisant, qui va être attentif, qui va... Voilà, la personne dans ce collectif-là, elle va faire quoi? Ben, elle va oser s'exprimer, puisque l'autre, il va me soutenir. Je sais que je ne vais pas être jugé, je sais que je vais être soutenu. Et donc, ça devient ensuite vachement plus facile d'écouter l'autre.
parce que l'autre, il va avoir des choses à me dire. Je vais apprendre de lui. Et on peut rebondir comme ça. Tu vois, je ne suis pas tout seul à parler, c'est l'autre parle. Et puis je peux écouter. Et puis ça me repose drôlement d'ailleurs d'écouter l'autre, tu vois. Et ensemble, on peut tirer le fil. Ensemble, on est. Alors c'est ça qui est génial dans un petit groupe, c'est que quand ça commence, chacun met tu sais, son petit popcorn là, comme on dit dans les dans les bons brainstorming. Chacun jette son petit popcorn et puis tac, ça fait un fil et on tire le fil et le fil ça résout le problème. Et on se dit mais waouh, ce groupe c'est super. Waouh, on a fait un truc mais c'était impossible. On a résolu, je ne sais pas quoi, un problème de désengagement de geeks de 25 balais qui ne se sont pas vus une seule fois en présentiel depuis 18 mois dans une équipe de cybersécurité. Tu vois, quand ça apparaît dans le groupe, c'est juste waouh. Alors comment on fait apparaître justement cette cohésion? Comment on neutralise ces envies négatives pour favoriser la stimulation et l'envie positive? Attends, avant de venir sur le comment, parce que là aussi j'ai 3 petites astuces. Là. Mais, avant de venir aux 3 petites astuces, c'est juste, en fait, ce moment magique, ce waouh, j'appelle ça l'émotion Ubuntu. Vous voyez, Ubuntu, c'est... voilà, il y en a qui connaissent. L'émotion Ubuntu, c'est... À la fin d'un séminaire, tu juges que le séminaire il est vraiment réussi si tout le monde peut se dire « Waouh, tout seul, j'aurais pas pu faire ça ». Et l'émotion Ubuntu, c'est... alors Ubuntu, c'est le nom d'une sagesse ancestrale sud-africaine, d'origine bantoue. Et en fait, cette sagesse, ça se traduit en une phrase, c'est je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Sans toi, Raphaël, rien n'existerait. Sans tous les gens qui ont contribué ici, rien n'existerait. Philippe, sans toi, au départ, rien n'existerait, etc., etc. Donc, je suis ce que je suis, c'est le sentiment de gratitude, de reconnaître ça, de sentir ça. Et en fait, Ubuntu uni, Ubuntu réuni. Ubuntu a réuni l'Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud était complètement divisée, en 95, vous vous souvenez, Invictus, totalement divisé. Hein. Le rugby, un sport de blanc, totalement divisé. Un mois après la victoire au rugby de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a créé la commission Truth and Reconciliation, la commission Vérité et Réconciliation. Vous vous souvenez, elle était présidée par Desmond Tutu. Pardon ? L'archevêque Desmond Tutu, hein, il était en violet, noir, imposant, gros. Et tous les deux, Mandela et Desmond Tutu, ont utilisé Ubuntu pour réconcilier le pays. Donc l'émotion Ubuntu, c'est à ça qu'on voit que l'intelligence collective, ça marche. Alors après, comment tu fais ça ? Tu veux me le dire ? Alors, je peux te dire comment je me sens quand c'est compliqué. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? Prenons, Henri arrive. Prenons un exemple. Imaginons que je sois dans une réunion commerciale. Ok, on est le lundi matin, par exemple, et chacun présente ses chiffres. Et que les chiffres commerciaux, ils sont totalement incroyables. Les gens sont super bons. Ils ont des résultats absolument incroyables.
qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, si je suis au milieu d'une bande de stars qui ont tous des résultats commerciaux totalement incroyables? Si je sens un malaise, si je sens monter en moi le début d'un malaise, ce que je peux faire, c'est me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qui se passe en moi, est-ce que c'est le début de l'envie? Est-ce que je suis en train de devenir envieux? Donc ce que je peux essayer de faire, est-ce qu'on peut tous essayer de faire quand on est confronté à une forme de supériorité d'autrui, c'est voilà, cette émotion qui monte en moi, est-ce que c'est de l'envie? Déjà, essayer de la repérer, essayer de la nommer, tu vois. La deuxième chose que je peux faire, c'est, une fois que je me suis interrogé sur la nature de cette émotion, c'est la verbaliser, vraiment l'exprimer au collectif. Écoutez les gars, aujourd'hui je ne suis pas au top, je ne suis pas à l'aise avec mes chiffres vis-à-vis de vous. Tu vois, le dire, le dire. Et après, ce que tu peux faire dans un collectif bienveillant, dans une boîte où l'intelligence collective fonctionne bien, ce que tu peux faire, c'est dire hey, j'ai besoin de votre aide là. J'ai besoin de votre aide pour remporter telle affaire. Là, et ça marche. C'est-à-dire que les gens viennent t'aider. Les gens viennent t'aider. Et ça, c'est waouh, ça aussi. Magnifique, merci. Ouais. Merci pour ces premières pistes, de passer d'une envie d'envieux à un désir, une envie stimulante. J'avais envie quand même de te questionner sur la panne d'envie. L'as-tu vécu, cette panne d'envie? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux vous en parler un peu. En fait, j'ai créé il y a quelques années une entreprise. Et en fait, j'ai porté seul, j'étais dévoré en fait par, c'était excessif, hein, je prends ce mot excessif exprès, mais j'étais dévoré par une envie de créer. Et en fait, j'ai porté quelque chose seul longtemps. Et au bout d'un moment, tu comprends que au bout d'un moment, en fait, je me suis senti totalement vidé. Mais pourtant, pendant des mois et des années, j'avais énormément de choses. Enfin, je suis débordé de trucs à donner, d'énergie, machin. Et au bout d'un moment, paf, robinet complètement fermé. J'étais totalement vidé, rincé. Et j'ai compris que j'étais allé dans un lieu mort. En fait, ça avait été un lieu, ça avait été un lieu vivant pendant des tas d'années. Et puis un jour, c'est devenu un lieu mort. Et là, tu te dis, mais il faut se recréer autrement. Et c'est ton changement de type 2, c'est ça qui joue. C'est que c'est toutes tes fausses croyances. Enfin, moi, j'étais obligé. J'étais tellement mal. Hein, je suis allé à Boulogne un jour, je me souviens, marchant sur un pont sur la Seine au-dessus de Boulogne. Mais marcher à côté de tes pompes, tu vois, c'est un euphémisme. Hein, c'était waouh, quoi. Bon. Et là, voilà, il faut tout recréer, tout revoir ses croyances, revoir, voilà. Et à un moment, en fait, c'est pour ça que je m'intéresse à l'intelligence collective. Ouais. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Merci Bruno. Et que peut-on te souhaiter maintenant pour la suite et de cette belle aventure au sein de Grand Alexander qui ne fait que commencer? Écoute, je souhaite que Grand Alexander se développe, que le collectif se développe,
Je souhaite être au milieu de collectifs qui vont continuer de se développer, comme celui-là, hein, comme celui du cercle aussi. Je souhaite vraiment être au milieu de collectifs qui vont être successful, qui vont faire des tas de belles choses. Je souhaite pouvoir y apporter ma juste contribution. Juste, quoi, c'est OK. Et des fois, il faut réajuster parce que des fois, on s'égare, et tu vois. Mais y apporter totalement ma juste contribution. Et puis la dernière chose, c'est que je souhaite y prendre du plaisir. Voilà. Magnifique. Et d'ailleurs, je vous souhaite ça à tous, hein, d'être dans des collectifs où vous allez pouvoir prendre du plaisir. Merci Bruno, merci d'avoir contribué à cette publication avec Marie Paillard et de ce témoignage. Ouais, Marie, encore merci aussi, ouais, absolument. Et je vous propose de poser vos questions, si vous le souhaitez, à Bruno. Je veux bien te poser une question qui est là aussi plus une remarque. J'ai beaucoup aimé l'effet Ubuntu, Ouais. mais j'ai envie de le retourner en disant, dans le fond, on peut aussi dire « nous sommes ce que nous sommes grâce à ce que chacun d'entre nous est ». Et pour, Ouais, et pour revenir ouais. sur les équipes de rugby, c'est vrai que je pense que ce qui fait l'intelligence collective d'une équipe de rugby, c'est à partir du moment où, bon, on a un Antoine Dupont, on a un Tamac, on a un Taoufi Fénois, on a des gens comme ça, sauf que chacun d'entre eux reconnaît les qualités de l'autre à la place où il est. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de supériorité parce que je suis le meilleur ouvreur du monde. Il y a le fait qu'on est le meilleur ouvreur du monde, il y a le meilleur ailier du monde, il y a le meilleur pilier du monde, et c'est tout ça qui fait une équipe, et c'est tout ça qui fait que des gens se respectent, que les gens s'entraînent entre eux, que les gens se reconnaissent entre eux, et que les phénomènes de rivalité interne s'estompent, parce que dans le fond, c'est sur des qualités qui sont des qualités complémentaires, mais qui, une fois de plus, se combinent. Et quelque part, alors, c'est probablement l'art d'Antoine Dupont, qui est le capitaine de cette équipe, de savoir mélanger tout ça et de le faire fonctionner. Oui, c'est génial. Ça revient à admirer pleinement, sans aucune réserve, la beauté de l'autre, le talent du talonneur, etc., etc. Voilà. C'est... Merci pour ce témoignage très sincère. Moi, je me posais quand même la question de me dire, est-ce qu'il y a une véritable durée de l'intelligence collective quand il y a des crises? C'est-à-dire que quand une entreprise est en croissance, on peut effectivement voir plus facilement de la bienveillance, de la coopération, de l'entraide, une écoute non critique. Mais à partir du moment où le gâteau se réduit, où les enjeux deviennent tendus, où on sait qu'il y en a qui vont de toute façon être éjectés du système, est-ce qu'on peut imaginer que ce fonctionnement d'intelligence collective, de non-jugement, de collaboration peut continuer à fonctionner? C'est bien plus compliqué, évidemment, mais ce n'est pas impossible. Je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'on a accompagné sur un projet de transformation une entreprise qui avait 4 sites et qui en fermait un. Et donc, un site disparaît, il y a des dizaines de jobs qui sont en jeu. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Donc les gens ont peur. Ils ont peur que le gâteau se réduise. Et là, il y a IJR qui risque de démarrer. Ignorer, juger, réagir. J'ignore combien de personnes on va garder. Je juge que c'est peut-être mon voisin ou ma voisine. Et je réagis en balançant des pots de banane. Voilà. Donc il y a ce risque-là. Cette entreprise-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a joué super malin, mais c'est incroyablement malin.
Et d'ailleurs, c'est des gens qui font partie du cercle. Il donnera son nom ou pas, mais pour l'instant, je préfère garder ça totalement anonyme. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, voilà, il y a 70 personnes, on va demander à ces 70 de définir les rôles cibles de la nouvelle orga. Donc le management n'a pas dit on sait. Hein. Le management n'a pas dit on sait, on n'a besoin que de 50, il y en a 20 qui doivent... Ça, c'est le management qui dit je sais. Ok, je sais, d'accord. Non, là, ils ont dit on ne sait pas. On ne sait pas, mais vous, les gars, vous êtes 70 et dessinez-moi les rôles cibles de la nouvelle orga sur 3 sites. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on était, comme d'habitude, hein, on était animateurs de petits groupes de travail et on les a mis par petits groupes de 10. Et tous ces petits groupes de 10, on les a fait travailler sur comment vous voyez les rôles cibles de la nouvelle orga. Tous les 70. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défini 20 rôles cibles de la nouvelle orga. Donc, ils ont créé des propositions de rôles en bottom-up. Ils n'ont pas créé des fiches de poste en top-down en croyant qu'ils savaient. Hein. Non, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas écrit des fiches de poste. Ils ont listé les missions qu'il faudrait faire dans la nouvelle orga. Ils ont fabriqué des rôles et ils les ont proposés à un membre du cercle. Et ce membre du cercle, il a arbitré en top-down. Ils ont dit ça oui, ça non, etc. Ils ont expliqué pourquoi. Donc, construction de rôle en bottom-up, arbitrage des missions en top-down. Et ensuite, à la DRH, ils ont fait un truc de fou. Et ils ont dit, on va faire voter les gens. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Hein. Alors voter, ce n'est pas exactement ça. Ils ont dit, donnez-moi quelle est votre préférence 1 ? Quelle est votre préférence 2 ? Quelle est votre préférence 3 dans tous ces rôles cibles ? Alors, ils avaient tellement travaillé les rôles qu'ils connaissaient ces rôles cibles, et donc c'était facile pour eux de dire ben, moi je me vois plutôt en P1, P2, P3. Donc le top management, il a eu les P1, les P2, les P3. Alors en parallèle, le top management avait demandé à ses managers, pour les responsabiliser, et pour vraiment leur donner leur plein rôle managérial, le top management a dit dis-moi si Philippe, il est P1, P2, P3, c'est quoi son rôle 1, son rôle 2, son rôle 3. Donc ils ont fait les deux trucs. Excuse-moi. Et donc ils ont fait en top-down et en bottom-up. Et à la fin, ils ont réconcilié le système et 97% des gens ont eu leur P1. Tu vois ? Donc on est dans le contexte que tu dis. Hein. Le gâteau se rétrécit, on ferme un site, il y a des jobs qui risquent de sauter, donc IJR, super dangereux, ça peut vraiment partir en vrille, et pourtant 97% des gens ont eu leur P1. On n'a fait qu'une seule mobilité sur les 70, et ailleurs dans le groupe. Voilà, je pensais que c'était impossible. Franchement, je pensais que c'était impossible, ce genre de choses. Mais ça a marché. Ça peut marcher et ça a marché. Voilà. Merci Bruno. Mais grâce à l'intelligence collective. Sans intelligence collective, on faisait 20 chômeurs de plus, c'est sûr. Un grand merci Bruno à toi. Bravo.